Paletta est une jolie petite ville, et la Californie est le Sunshine State. Néanmoins, cette semaine, le temps semble être devenu fou. Mardi, de lourds nuages bas sont arrivés de la mer, arrosant doucement le rivage. Une brume grise et lugubre tourbillonnait à l'extérieur de la fenêtre. On aurait dit que le soleil n'était pas encore levé, même s'il était presque 11 heures. Greg soupira de frustration et posa sa tasse sur la table. Nous n'aurions jamais dû venir ici. On aurait pu se prélasser dans mon jardin. Naturellement, j'ai demandé, qu'est-ce que tu trouves de répréhensible dans cet endroit? A marmonné Grégory en pointant du doigt un homme vers lequel Charles Martinez s'approchait. Cette blague dégueulasse, là-bas. Elle venait de lui. Qui d'autre connaissait ce salaud, Charlie? L'homme était le fils unique de Samuel Martinez, le propriétaire de l'usine laitière voisine, ce que les gens appelleraient aujourd'hui une entreprise qui a contribué à la création d'une ville. Symboliquement, l'entreprise Martinez & achetait du lait auprès d'agriculteurs de tout le comté de Humboldt, le pasteurisait, le conditionnait et créait de la crème et du fromage sous son nom de famille. Charlie ne passait pas de temps dans le bureau de son père. Il ne prenait même pas la peine de faire semblant. Et que faisait-il? Il passait son temps à faire des doigts d'honneur aux filles du coin, tout en sillonnant la campagne au volant de sa Mustang avec plusieurs compagnons. La rumeur disait qu'il avait décidé de coucher avec toutes les femmes du comté. Et sur la base de ces mêmes histoires, il avançait progressivement vers cet objectif. Maintenant, ce garçon doré marchait vers nous avec un regard concentré. En effet, Charlie ressemblait à un acteur hollywoodien subissant une opération de chirurgie plastique sur son visage, des implants dans ses biceps, ses triceps, ses pectoraux et ses deltoïdes, essentiellement dans tous les muscles qui façonnaient le corps viril parfait. Tel une sorte de Superman, il s'approchait de nous d'une démarche exagérément assurée. Greg et moi voyions bien qu'il mettait un certain effort dans cette bravade. Alors ce voyou s'est approché de nous, deux hommes adultes. Gregory Johnson, écoute-moi bien. Fais-moi vraiment attention. Notre visiteur cherchait une voix autoritaire. Nous avons attendu en silence qu'il continue. Martinez transpirait à peine. Greg était visiblement terrifié, mais il tenait à se prouver sa ténacité plus qu'à quiconque, en continuant d'avancer. Johnson, tu ne fais qu'aggraver ta situation. Je te déconseille d'essayer. Charles fit un geste du doigt vers mon ami. J'habite ici, tu n'es nulle part. Tu comprends? J'agis comme je veux. Petit Grégory, tu me comprends. Il y avait une erreur. Greg n'était pas très grand, et il s'irritait parfois quand on le lui faisait remarquer. Pourtant, Charles insista, alors, assieds-toi et tais-toi. Sinon, je te réduirai en poussière. Peut-être que tu ne vivras plus du tout, ou du moins pas dans cette ville. Compris? Johnson resta silencieux. Grégory ne dit presque rien. Il se contenta de saisir le doigt qu'on lui plaquait silencieusement sous le nez et de le tordre. Le pauvre Charlie hurlait comme un ténor d'opéra. J'ai serré fermement Greg, la main sur son genou. Il a compris le signal, a lâché l'homme et s'est adossé à sa chaise. Pendant ce temps, Martinez hurlait toujours, « Tu m'as cassé le doigt, monstre. Tu es mort. Tu m'entends? Tu es mort. » Penché en avant et tenant sa main blessée, Charles s'élança hors des lieux. Greg but une gorgée de bière. Cet abruti commençait vraiment à m'énerver. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Demandai-je. Grégory répondit en se levant, sortons d'ici. Viens chez moi, je te dirai tout. Quelle blague. Greg a construit sa maison tout seul. Après avoir étudié ce sujet pendant 3 ans à l'université de Sacramento, j'ai travaillé comme ingénieur concepteur dans l'entreprise de construction que nous avions créée. Greg, lui, avait tout planifié lui-même. Il avait tout planifié du mieux qu'il pouvait, puis avait construit sa maison avec sa propre équipe. Il était vraiment content. Nous sommes allés au salon. Comment va Gina? Ai-je demandé. Je l'ai supplié, dit-il. Elle est allée chez ses sœurs, portant ses affaires. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par « avec ses affaires » Greg pinça les lèvres de chagrin. Elle est partie pour de bon, dit-il. Que s'est-il passé? Greg, c'est difficile à dire, mais Gina, elle s'est fiancée à cet abruti en silicone. Si je n'avais pas été assis, je me serais certainement effondré. Attends, je comprends bien. Tu veux dire? Charles? Tu parles de Gina et Martinez? Grégory hocha la tête d'un air sombre. Greg,
tu es sûr de ça? Oui, je le suis. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a attiré chez lui? Dalton, je ne sais vraiment pas. On dit que ce salaud a eu plus que de la chirurgie esthétique du visage. On dit qu'il a aussi subi des changements majeurs, si tu vois ce que je veux dire. Les femmes raffolent de lui. J'avais la tête qui tournait. Ce n'était pas terrible. Gina m'a toujours semblé être une femme intelligente. Greg poussa un long soupir. Dalt, tu as probablement entendu parler de Paletta comme du village des divorcés, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ça. Et le jeune Martinez. C'est lui le responsable de tout ça, cet horrible salaud. Attends, Greg, attends. Où as-tu entendu parler de cette liaison? Je pense qu'il y a peut-être une erreur. Plusieurs personnes bienveillantes ont appelé. Elles m'ont renseigné sur l'endroit où ma femme adorait passer son temps et sur son comportement. Alors, je suis allé chez ce salaud avec mon Glaski. Quand il a ouvert la porte, j'ai pointé mon revolver sur lui et lui ai dit d'appeler Gina. Bien sûr, le voyou a failli se pisser dessus. Il a appelé Gina, et elle est sortie en peignoir, toute douillette, comme si elle était chez elle, bon sang. Tout un groupe d'abrutis l'a suivi, hommes et femmes tous en peignoir. Greg s'est figé. J'ai pris mon temps avec lui. Une minute plus tard, il essayait encore de s'expliquer, disant que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Bien sûr, comme si j'étais une idiote. Elle a dit qu'ils étaient juste en train de traîner, de regarder un film, ce genre de choses. J'ai dit à ces imbéciles d'ouvrir leurs robes et j'ai pointé mon fusil sur eux sur tous. Greg, tu es dans une situation délicate. Faire irruption chez quelqu'un avec une arme, à quoi pensais-tu? J'étais furieux, Dalton. Tu dois comprendre que j'étais vraiment, vraiment en colère. J'ai secoué la tête, frustré. Greg a continué. Gina a commencé à perdre la boule, à hurler et tout ça. Alors j'ai tiré un coup de feu dans le sol, et tout le monde a immédiatement ouvert sa robe. Ils n'avaient rien sous leur robe, juste ces vêtements ridicules. Et puis je suis parti. Quelle blague stupide. C'est horrible, Greg. C'est la prison. Dalt, c'est exactement pour ça que je t'ai appelé. Je suis fichu s'il me signale quoi que ce soit. Bon, mon pote, attends un peu. Quand est-ce arrivé exactement? Hier soir. Et pourquoi ce salaud est-il venu au café au lieu d'aller voir la police? Il essayait juste de te faire peur? Je ne sais pas trop, répondit Greg en haussant les épaules. Comment je suis censé savoir ce qui se passe dans la tête de cet abruti? Peut-être qu'il n'a pas appelé la police parce que j'ai tout filmé avec mon téléphone. Je me suis redressé. Attends, tu as une vidéo de la confrontation? Exactement, Dalton. Tu as toujours su gérer les situations difficiles. Dans notre équipe, je m'assurais que tout se déroulait comme prévu. Nos cibles et nos emplacements nous étaient communiqués, et tout le reste venait naturellement. Greg ajoutait ce qu'il pouvait, mais je me chargeais de la planification tactique. Johnson a tiré. Maître du combat au couteau et excellent tireur d'élite, j'occupais le deuxième poste de l'équipe, je le protégeais et surveillais les alentours. Johnson s'engagea dans le 75e régiment de Rangers dès sa sortie du lycée. Pour un enfant d'origine amérindienne issu de parents modestes, c'était une sage décision. Quant à moi, j'avais besoin d'argent pour poursuivre mes études. La récession de 2008 ne m'a pas épargné non plus. L'entreprise pour laquelle je travaillais à temps partiel a fait faillite, laissant tout le monde à la rue, cherchant des moyens de survivre. Une allocation de $10 000 suffisait à subvenir à mes besoins, mais seulement en supprimant toutes les dépenses, y compris les frais de scolarité. Je n'avais pas pensé à économiser dans mes jeunes années, et j'ai relevé le défi alors qu'il ne me restait plus qu'un an pour terminer mes études. C'était comme la vieille blague du caporal appelant les nouvelles recrues. Chez Jackson. Tiens, monsieur Johnson. C'est moi, monsieur. Êtes-vous frère? Pas tout à fait, monsieur, nous partageons juste le même nom de famille. Après 6 mois de service, j'ai été convoqué à un entretien au quartier général. Le major Jensen m'attendait, me proposant une mutation dans sa division. Il a parlé longuement, rempli de clichés nationalistes. Lorsque je l'ai interrogé sur les raisons pour lesquelles une équipe d'opérations spéciales me recherchait, il a répondu sans détour que ce n'était pas seulement dû à un manque d'agents diplômés. Il n'en avait pratiquement aucune. Une conversation franche et ouverte s'en est suivie. Le recruteur ne cachait pas que le travail était dangereux et exigeant.
Mais, d'un autre côté, il était tout aussi fascinant. De plus, Delta payait plus du double de ce que le régiment offrait, et les conditions de vie étaient nettement meilleures. Il se trouve que Gregory Johnson a reçu la même offre. Pour faire court, nous avons tous deux accepté de quitter la Géorgie pour la Californie. Avec son quartier général et son camp d'entraînement, la base de l'unité G était située près de Susanville. Nous avons immédiatement travaillé en équipe. Gregory, de corpulence moyenne, était impassible et évitait de trop réfléchir, le tireur d'élite idéal. Et moi, un homme imposant sans diplôme universitaire, je possédais l'une de mes plus grandes qualités, la capacité à réfléchir, à planifier et à projeter. Nous nous sommes retrouvés aux prises avec la vie civile lorsque nous avons été mis en congé indéterminé. Après 4 ans et demi de service, notre perspective a changé. On s'adapte à un mode de vie structuré où les commandants gèrent de nombreux détails, ce qui permet de se concentrer uniquement sur l'accomplissement de la mission. 4 ans et demi, 18 missions, dont 17 réussies. La dernière n'a pas été un franc succès, un fiasco total. Pour l'instant, inutile de le cacher. Greg et moi avons été envoyés pour éliminer Yasser Igazin, un chef sournois et astucieux d'Abu Sayyaf qui terrorisait les îles de Mindoro et de Nueva Ecija. Une fois de plus, Yasser a eu de la chance, et nous avons dû nous retirer sous les tirs de riposte. Personne n'est à l'abri d'une erreur. Aussi étrange que cela puisse paraître, nous avons été dénoncés par un jeune enfant, un malheureux garçon qui s'était aventuré dans cette maison abandonnée. Gregory avait déjà pris 2 balles de pistolet lorsque nous sommes arrivés au point d'extraction. L'une l'a touché à la cuisse, l'autre à la poitrine, transperçant son poumon droit. Il hurlait d'une voix rauque, « Laisse-moi, Dalt. Laisse-moi et sors. » Oui, bien sûr. Je l'ai porté jusqu'au poste d'évacuation, serrant ce compagnon féroce dans mes bras comme un enfant pendant les 800 derniers mètres. Mais ne lui dites surtout pas que j'ai dit ça, il serait offensé. Et je me suis évanoui, ignorant que j'avais aussi été touché, juste au moment où nous montions dans l'hélicoptère. Mon bras a été touché par une balle à pointe creuse qui a arraché un morceau de chair et entaillé l'os. Malgré une perte de sang importante, tout s'est bien passé. Pas mal du tout. Nous avons tous les deux survécu, peut-être pas tout à fait en un seul morceau, mais nous nous sommes installés confortablement à Paleta, en Californie. Les gens d'ici nous intriguent encore, Greg et moi. Aspirations vaines. Revendications infondées. Pouvoir étrangement puissant. Ceux qui n'ont pas connu la mort semblent manquer d'appréciation pour une vie simple et sans prétention. Ils s'efforcent constamment d'établir leurs valeurs et luttent pour contrôler leurs besoins irrésistibles. De plus, les gens autour de Greg et moi n'ont aucune idée à qui ils ont affaire. Malheureusement, même nos propres épouses n'ont pas tout à fait compris. Nous nous retrouvons dans des situations absurdes, presque ridicules, comme celle de Johnson. Ouais, Greg. Ce doigt fracturé a rendu les choses bien plus difficiles. Bien sûr, j'en suis conscient. Bon, avec lui, qu'est-ce qu'on peut faire? Il jure comme un enfant. Bien sûr, Greg. Le problème principal pour l'instant n'est pas ton ressentiment envers Gina ou Martinez. Et il ne s'agit certainement pas de te venger. Éviter de finir sur Terminal Island est notre priorité. Si les choses tournent mal, tu retourneras à Delta. Ta rééducation s'est bien passée, il te reprendrait sans hésiter. Je transmettrai ceci au colonel Jensen. Il t'aidera certainement à remettre les choses en ordre. Absolument. Jensen avait déjà vendu son amas de bronze à cette feuille pour un aigle. Autrement dit, il avait été promu colonel. Après tout, je suis en train de créer quelque chose. J'ai mon gang, murmura Greg en baissant les yeux. Tu ne pourrais peut-être pas choisir une autre voie. Il ne me reste peut-être que 2 choix, retourner au service ou être incarcéré. Dalt, s'il te plaît, et toi? On a toujours été ensemble. Comment suis-je censé faire ça tout seul? D'après ce que je sais, Greg est célibataire pour le moment. Néanmoins, j'ai une femme et un enfant. Je devrais être avec eux. Mais bon, j'y réfléchirai. Promis. Tu sais, Do? Je ne désire aucun des 2 choix. En fait, je préférerais mourir. Ça me dérangeait. Johnson, le sergent, coupa court à ses satanés grognes. Pourquoi avoir une attitude défaitiste? Tu as presque 25 ans. Et tu te comportes comme si ta vie était finie. Organise-toi. Bon sang, tu es un soldat, membre d'une division de combat.
Tu as 17 victimes vérifiées à tes trousses et 2 fusillades de cadavres empilés ici. Et pourtant, te voilà. Comme ma belle-mère le faisait d'habitude, je me tenais au-dessus de Greg, les mains sur les hanches. Puis, soudain, une idée très logique m'est venue, pourquoi Greg serait-il celui qui courait ou se cacherait? Pourquoi pas quelqu'un d'autre, comme Martinez, par exemple? Voici le scénario, une menace existe. Un certain Charles Samuel Martinez a causé beaucoup de problèmes à mon ami. Il l'a vraiment bien roulé. Ça représente un côté du conflit. De l'autre côté, Greg et moi avons une expertise particulière. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser? On a un certain talent, c'est exactement ce que j'avais dit à mon ami Greg, tu ne trouves pas? Johnson me lança un regard perplexe. Pourtant, les choses finirent par s'éclaircir. Ses yeux s'écarquillèrent. Ça y était. Dans la vie quotidienne, en termes civils. Mais je l'ai simplement observé, prêt à faire son choix. Sa vie était ainsi, et il devait choisir comment la vivre. Mais il n'y a pas d'organisation et ils sont comme les nôtres. Comment devrions-nous nous comporter sans directive? On ne peut pas faire ça, comme tu le sais. Pourquoi pas? Je lui ai posé une question simple. Johnson s'est arrêté, posant la même question. Greg, explique-moi pourquoi. Mais ils ne sont pas rivaux. C'est une affaire de police. Et que penses-tu que la police fera? Et qu'ont-ils bien pu faire? Greg semblait encore désorienté. Je me suis alors assis et j'ai dit succinctement, ces salauds s'en prennent aux gens et ont occupé Paletta. Certes, ils ne causent pas de mort, ils ne torturent, ne volent ni ne violent. Pourtant, Greg, ils ne s'améliorent pas non plus. Ils ont détruit ta famille, par exemple. Gregory hocha la tête, pinçant les lèvres. Mais Dolty, mon ami, je pense qu'il y a une autre façon d'aborder la question. Peut-être qu'aucun de nous n'a besoin de tuer qui que ce soit. Je n'avais pas l'intention de le tuer. J'avais l'intention de le mettre dehors. Bon sang, Dolty. Si on fait ça, tu comprends? On est des monstres. Greg, nous devons être des monstres. Leur rêve est celui des monstres. Greg, nous vivons en territoire occupé. Dis-moi, toi qui as prêté serment au peuple américain, n'as-tu pas encore le devoir de les protéger de toute menace? Vous parlez comme notre prêtre, Dalt, un philosophe détestable. Il me faisait la leçon avec les mêmes absurdités. Il avait raison à l'époque. Maintenant, dites-moi franchement, la vie serait-elle plus simple s'ils disparaissaient tout simplement? En effet. Vous ne croyez vraiment pas qu'ils auront soudain une révélation, qu'ils se rachèteront et qu'ils arrangeront les choses pour tout le monde? Pas une seconde. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Gregory semblait se débattre avec ses idées. Son visage exprimait toujours exactement ce qu'il ressentait. J'ai essayé de convaincre Greg, mon ami, un peu plus ces salauds. J'ai secoué la tête avec force, nos gens ne sont pas comme ça. Je te jure, parfois, on dirait une invasion extraterrestre. Greg a finalement pris sa décision, Dolty. Commençons. Mon AR est parfaitement réglé. Attends, Greg. Réfléchis, combien de snipers penses-tu qu'il y ait dans cette ville? Je ne sais pas. C'est peut-être juste moi. Oh, je comprends. Je comprends. Vous dites? Mais ensuite, et après? Je suis entré en mode planification tactique. J'ai besoin de temps pour planifier l'opération et inspecter la zone. Tout bien considéré, je dois bien réfléchir. Greg joignit les mains. Calme-toi, Dolty. S'il te plaît, réfléchis Y. Notre meilleur espoir vient de toi. Bon, me suis-je dit, puisque la police n'est pas encore venue te chercher, alors qu'elle aurait dû l'être, Martinez prépare sa vengeance. Ce petit voyou prépare clairement quelque chose. Il veut que tu sois puni de telle manière que tout le monde sache combien il est dangereux de le contrarier, et encore plus de lui casser les doigts. On a encore du temps, alors. Mais combien? Pas sûr, Greg. Aucune idée. Il sait pertinemment, cependant, que vous affronter comporte des risques. Il aura besoin de temps pour se préparer. Peut-être 2 jours au lieu d'1. Il ne bougera pas, du moins pas avant la tombée de la nuit. Les idiots comme lui préfèrent agir dans le noir. Vous en êtes bien conscient. Pretoria, par exemple. Bon, caporal, acquiesça mon pote. Et qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Vivre ma vie.
Je repasserai dans quelques heures pour te dire exactement quoi faire. Et, Greg, évite les bêtises. Je comprends. C'est bien, Dalt. Je me contrôle depuis un moment. J'ai trouvé ce commentaire douteux. De retour chez moi, je sortis des cartes et commençai à examiner la disposition des bâtiments. Le manoir de Charles Martinez se trouvait à la périphérie. D'une superficie d'environ 2 acres, la propriété comportait un jardin de myrte et une luxueuse piscine intérieure donnant sur un bosquet de tannoc. Au moins 100 mètres la séparaient de la maison voisine la plus proche. Les riches appréciaient leur isolement. La présence de Martinez sur les réseaux sociaux offrait exactement le contenu que je recherchais. De nombreuses photos d'événements organisés dans la célèbre maison de ce riche enfant gâté m'ont aidé à visualiser clairement mon futur lieu de travail. D'une superficie de 480 mètres carrés et construite avec des matériaux ordinaires comme du bois, des panneaux de particules et des cloisons sèches, la maison elle-même comptait 2 étages, ce qui n'était pas vraiment une forteresse. Un fusil d'assaut la traverserait facilement. Mais entrer et abattre tout le monde n'était pas envisageable pour moi, utiliser une arme à feu était inacceptable. Cependant, cela aurait immédiatement éveillé les soupçons de Greg. Cette possibilité avait déjà été écartée grâce à son petit coup d'arme. Je suis passé devant la maison de Martinez sur la rocade. Couvrant environ 4 hectares, la forêt offrait un abri idéal pour approcher le bâtiment sans être vu, jusqu'à une quarantaine ou une cinquantaine de mètres. Après cela, un examen approfondi de la maison et du jardin à l'aide de jumelles n'a révélé aucun équipement de surveillance visible. Il n'y avait ni caméra de sécurité, ni système d'alerte périmétrique. Le propriétaire n'avait même pas envisagé d'engager des gardes. En fait, il n'avait même pas de chien. Les citoyens vivent souvent comme si rien ne pouvait leur arriver. Une telle complaisance insouciante est tout simplement stupide. Il me fallait élaborer une stratégie, mais bon sang, ce n'était pas facile. Je n'étais pas un génie capable d'élaborer le plan parfait pour saboter sur le champ. En plus de tout le reste, il me fallait encore trouver un truc basique pour le déjeuner. Après-midi, Sophia et Thomas rentraient du travail, affamés. Oh, et mon fils s'appelle Thomas. Il a 2 ans aujourd'hui. Même au travail, il est toujours aux côtés de sa mère. Et il adore les omelettes à la vanille que je fais. C'est donc exactement ce que j'ai fait. Après avoir fini en cuisine, je me suis installé devant mon ordinateur portable. Je réfléchissais en cartographiant les environs, attendant le retour de ma femme. Peut-être même envisager un incendie criminel. C'est inconnu. Je n'avais jamais fait ça auparavant. Il n'y avait pas de cheminée dans le chalet. Le chalet fonctionnait uniquement à l'électricité, pas au gaz. Pourrais-je provoquer un incendie électrique involontaire? Réussir cela serait un véritable défi. Parfait. J'ai fouillé plus profondément sur les réseaux sociaux et suis tombé sur la page de Pauletta Jésus pour Charles Martinez. Quelle tromperie! Les publications étaient remplies de vidéos de fêtes avec des stripteaseuses, des bains de champagne et des allusions peu subtiles à un véritable repère de débauche, mais je cherchais d'autres informations et je les ai trouvées. L'aristocratie locale, que Dieu nous vienne en aide, se réunissait pour une autre fête samedi soir. Ils promettaient de la musique live, de la baignade nue dans une piscine chauffée, des stripteaseurs hommes et femmes, et de la danse. Comme chacun sait, une personne ivre perd connaissance. Cela a joué en ma faveur, j'avais 2 jours jusqu'à samedi pour organiser et préparer l'opération. Ma femme Sophia est rentrée du travail juste à ce moment-là. Elle était employée de guichet à temps partiel à la gare locale. Le train d'Aranta à Manille ne circulait que 2 fois par semaine, et la billetterie était ouverte le lundi et le jeudi de 8h à midi. Je l'ai encouragée à arrêter. J'avais assez d'argent pour tout payer. Chérie, me disait-elle souvent, tu veux que je devienne folle d'ennui? Comme le chemin de fer appartenait à l'État, y travailler était considéré comme un emploi gouvernemental. Le chef de gare, le guichetier et la femme de ménage constituaient les 3 membres du personnel de la gare. Ils passaient le plus clair de leur temps à boire du thé et à discuter. Dans les parterres de fleurs de la station, on cultivait une variété de plantes exotiques, dont la plupart m'étaient inconnues. Outre peut-être quelques choux décoratifs à la maison, mon jardin et ma pelouse regorgeaient également de massifs et de jardinières. C'était simplement un passe-temps de ma femme. Quand Sophie entra dans le salon où j'étais assis face à mon ordinateur portable, elle claqua des talons. « Qu'est-ce qu'on mange ce midi ?»« Des omelettes à la vanille. »« Encore chaudes. » Elle se serra contre moi, me serra par derrière et m'embrassa sur le haut du crâne. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Oh,
je navigue sur Internet. Sa main délicate sentait légèrement quelque chose d'officiel, probablement la station, et je l'embrassai. Je me suis alors retourné sur mon tabouret, je l'ai serré dans mes bras et j'ai posé ma joue sur sa poitrine. Sophie a ri. Je vais me rafraîchir. Il fait vraiment chaud. On mangera après. Elle marqua une pause pour me laisser finir de chanter, la mélodie de I Love Utah d'Anastasia, maçonnerie. Je répondis. Dalton, c'est Gina. Je demandai, dis-moi, qu'est-ce que tu veux exactement? Gina balaya mon hostilité. Elle dit rapidement, Dalton, pourrais-tu demander à Grégory? Je lui parle tous les jours. Dalton, je t'en supplie. Dis-lui de me voir, s'il te plaît. Gina, tu ne comprends vraiment pas. Tu lui fais juste du mal. S'il te plaît, Dalt. Je peux tout lui expliquer. Il continue de m'ignorer, même si j'aimerais lui parler. Et je sais parfaitement pourquoi. Mon Dieu, Dolty, tu n'as pas bien compris. Ce n'était plus du tout comme ça maintenant. Gina, je ne sais pas ce qui était ou n'était pas, les jeux interrompus. Et pour être honnête, je m'en fiche complètement. Je transmettrai votre demande de rendez-vous. C'est tout? Rien d'autre. Merci, Dalton. J'apprécie. Tu es quelqu'un de bien, je l'ai toujours su. Moi? Me suis-je demandé après avoir raccroché. Un homme bien? Où les femmes pourraient-elles trouver ce genre de choses? Après être resté à proximité et avoir écouté toute la conversation, Sophie demanda, idiot, je ne comprends pas. À propos des Johnson, que s'est-il passé? Ils se sont battus? Greg, on pourrait dire, la surprise en flagrant délit de tromperie. Elle s'amusait avec Martinez. Eh bien, mon Dieu! Sophie se couvrit la bouche de la paume de la main et écarquilla ses yeux déjà grands. Avec Charles Martinez? Bien sûr, ma chérie. Tu travailles avec Charles? Est-ce qu'elle a perdu la tête? Au début, je me suis dit la même chose. Et Greg a quelque chose en tête? Et que peut-il faire? Signer les papiers du divorce reste la dernière étape. Il est encore sous le choc. Il a commis des erreurs stupides en brandissant un fusil. J'ai peur qu'il l'inculpe. Et alors? Sophie, je ne sais pas. Si les choses tournent mal, j'essaierai de le réintégrer dans l'armée. J'ai des liens. Sophie secoua la tête d'un air triste. C'est horrible. Ça ne me serait jamais venu à l'esprit. Dolty, résiste à l'envie de te laisser définir. Les choses finiront par s'arranger. Je soupirai aussi. J'espère bien. Tu sais, mon chou, j'ai juste du mal, dit Sophie en haussant les sourcils. À Martinez, que voient les femmes Paletta? Il est vraiment simple. Putain, ma chérie, si seulement je le savais. Aucune idée. Ce n'est vraiment pas un bon jour, grommela Sophie. Greg se retrouve dans une situation délicate. Et Tijuana est à l'hôpital. Tijuana était une femme mexicaine employée à la gare comme femme de ménage. Je lui ai poliment demandé ce qui lui était arrivé. Appendicite. Ils l'ont emmenée en chirurgie. Elle va encore bien. Je file prendre une douche. On va déjeuner d'abord, je vais donner un petit bain à Thomas, puis moi-même. Tommy, mon petit. Viens prendre un bain avec moi. Puis j'ai compris, opération, Martinez impliqué dans une intervention chirurgicale, il fallait que je vérifie quelque chose. Sophie, ma chérie, je dois m'absenter un moment. Je ne serai pas là pour longtemps. Elle a répondu depuis la salle de bain, tu seras absent longtemps. Environ 1 heure. On déjeunera sans moi ensuite. Je suis allé directement chez Johnson. Grégory, tu te souviens d'Austin Pritt? Lui ai-je demandé dès que j'ai franchi la porte. Ce médecin mince? Je m'en souviens, bien sûr. Il a aidé le docteur et juste avant mon opération. Soutenu? J'ai haussé un sourcil. Eh bien, c'est lui qui m'a assommé. Exact. C'est logique. Il pratique l'anesthésie. Pensez-vous qu'il nous doit quelque chose? En effet, après toute la débâcle de Viola, il le fait. Vous savez, il m'a encore remercié avant ma sortie de l'hôpital. Malgré tout, il a épousé cette fille. Compris. D'accord, Greg, écoute, tu vas aller à la Sun. Va voir Austin et dis-lui de m'appeler.
La plupart des annuaires ne trouvent probablement pas son numéro. D'accord, Dalton. Quand dois-je partir? Pour l'instant. On a un temps qui tourne. J'ai donné à mon ami un mot que j'avais préparé plus tôt. Voilà. Donne ceci à Prit. Assure-toi qu'il garde cette information strictement pour nous. Et évite de répondre honnêtement au téléphone. Oh, et assure-toi aussi que le réservoir de ton UV est plein avant de retourner en ville. Je suis rentré à la maison et j'ai terminé les tâches pendant que ma petite famille avait déjà déjeuné. Dans le salon, Sophie et Tom regardaient la Pat' Patrouille. Tommy a certainement vu cette série au moins 10 fois. Enfin, c'est son état d'esprit. Un peu conventionnel, Sophie m'a regardé. Tout va bien, Dolty? Réchauffe-la au micro-ondes, les omelettes sont là. Après avoir fini l'omelette, j'ai pris une tasse de café et me suis installé avec eux sur le canapé devant la télé. Sophie s'est blottie contre moi, la tête posée sur mon épaule. Idiote, répondit maman. Tu pars? Oui. Je reviens lundi. Elle a du mal à fonctionner, elle est toujours déprimée. À environ 40 km au nord, à Arcadia, la capitale du comté de Humboldt, vivait Emma Stanbury, ma belle-mère. Emma était en assez mauvaise santé ces derniers temps. Elle parlait beaucoup de la mort, souhaitant simplement pouvoir s'endormir tranquillement, libérée de la souffrance. Elle avait même mis de l'argent de côté pour ses propres funérailles, elle n'avait même pas encore 60 ans. Elle avait indiqué à Sophie comment elle souhaitait être enterrée, quelle robe et quelles chaussures elle devait porter, et où prendre le repas commémoratif. Et je pensais que toutes ces maladies mortelles et incurables n'étaient que le produit de son imagination. Emma téléphonait 2 fois, parfois 3 fois par mois, pour demander à Sophie de venir la voir une dernière fois cette année. Même si ma femme avait commencé à plaisanter à propos de ses appels, elle ne refusait jamais les supplications de sa mère. Thomas adorait voir sa grand-mère. Elle le comblait de cadeaux et le gâtait à outrance. L'absence de Sophie samedi aurait été idéale pour mes projets, dont j'ai discuté avec ma femme et mon enfant, assis tranquillement à côté de moi. Et je me suis demandé, devais-je vraiment aller de l'avant? Je vis avec une famille. La femme que j'adore. Un enfant que je chéris. Je risquais de les mettre en danger. Après mûre réflexion, j'ai décidé que c'était effectivement nécessaire, puisque Greg et moi n'étions pas seulement amis. Nous étions non seulement frères, mais bien plus que cela. Ce que nous avions traversé ensemble nous unissait physiquement par le sang. Et encore une chose, Thomas, mon garçon, je ne suis pas le seul à vivre ici. Les riches peuvent faire ce qu'ils veulent, tandis que les Californiens normaux et honnêtes sont impuissants. Je ne veux donc pas qu'ils grandissent dans un tel environnement. Et, comme ce qui est arrivé à Greg, si un salaud essaie un jour de lui faire du mal, de détruire sa famille ou, Dieu nous en préserve, de risquer sa vie, il doit savoir qu'il a parfaitement le droit de riposter. Ma famille ne souffrira pas, je ne peux pas simplement rester assis ici et faire comme si de rien n'était, je vais donc suivre la voie que j'ai prévue. Ma famille sera en sécurité. Je vous le promets. Je ne suis pas idiot. Et à 6 heures, j'avais aussi remarqué que Greg était attendu à la base à 6h30. Austin Prim m'a contacté, nous avons discuté un moment de la météo, puis il est passé directement aux choses sérieuses. Dalton, votre demande est vraiment unique. Mais comme vous l'avez demandé, j'ai tout confié à Johnson. Je vous dois beaucoup de remerciements. Sans vous à l'époque. Remerciements. Dalton, Christy vous adresse ses remerciements, soyez prudent. Je sais que Greg et vous avez la formation nécessaire, mais évitez les imprudences. Bien. Sois prudent. Puis il raccrocha. La moitié du travail était faite ce soir-là, après que Tom se fut endormi en écoutant son histoire, Sophia me prit la main et m'accompagna jusqu'à la chambre. Elle a déclaré en m'asseyant sur le lit, ce soir, c'est une nuit de suprématie féminine. Fantastique. Parfait, ai-je répondu avec un sourire. Alors suis les instructions, dit-elle d'un ton léger. Elle s'approcha, me permettant de sentir sa chaleur à chaque contact, sa présence, sa gentillesse. J'encourageais Sophia, car elle savait toujours diriger. Elle bougeait doucement au rythme de sa respiration, et je la suivais, sentant l'intimité entre nous se renforcer. « Tu es une femme formidable », dit-elle enfin en s'immobilisant et en me souriant doucement. Sophia, la plus belle chose de ma vie, commença à plisser les yeux, tout comme Tom. Mon éclat, c'est toi qui m'as offert ce petit bijou. Je t'adore. Elle sourit, se pencha doucement et murmura, allongons-nous un peu, d'accord?
Reconnaissant qui commandait ce soir, j'ai effleuré ses lèvres. Je peux? Sophia hocha doucement la tête, et nos lèvres se rencontrèrent dans un long baiser passionné. Elle s'était vraiment surpassée ce soir. Finalement, elle s'affaissa, respirant profondément, et dit, « Ça y est, chérie. Je suis fatiguée et heureuse. J'en ai assez. Je n'en peux plus. C'est comme ça qu'on vit. » Elle s'endormit dans mes bras presque instantanément. Quelques baisers supplémentaires sur ses joues, et avant même de m'en rendre compte, je m'endormais moi aussi sous cette couverture douillette et vivante. Vendredi matin, après avoir accompagné Sophia et Thomas chez grand-mère, j'ai commencé à travailler sur mes projets. J'ai d'abord appelé Greg et nous avons discuté affaires. Aujourd'hui était calme, aucune commande n'était arrivée. Nous avions prévu de commencer la rénovation d'un cottage à Verdun lundi. Quant au samedi et au dimanche, nous avions naturellement le week-end libre. J'ai commencé par aller à la station-service et faire le plein de Trevor. Je suis ensuite allé chez Johnson, et ensemble, nous sommes allés au garage pour charger 4 bonbonnes de protoxyde d'azote dans ma voiture. Nous avons vidé le réservoir d'essence de Greg dans 2 bidons de 12,5 gallons. Johnson n'a posé aucune question inutile et a suivi mes instructions à la lettre. Nous avons décidé que samedi midi, il se rendrait à Manille, s'installerait à l'hôtel et passerait la soirée à faire la tournée des bars. Il s'assurerait de commettre une infraction routière mineure quelques minutes avant minuit. Mais Grégory, l'avertise, il n'y aura ni scandale ni dispute. Tu comprends? Juste une petite transgression. Juste assez pour que la police vérifie ta présence. Greg demanda prudemment, « Do, pourrais-tu au moins me dire ce que tu prévois? » Pas exactement, mon pote. Tu dois rester dans le noir. Tes réactions seront tout à fait naturelles. Bon, je sors. Je me suis ensuite rendu dans un magasin d'articles de sport et j'ai acheté un masque de plongée et une petite bouteille d'oxygène pour 12 plongées. Pour éviter toute question inutile, j'ai aussi récupéré une paire de pannes sur place. Tout était quasiment en place. Il ne me restait plus qu'à attendre samedi. Samedi, tout s'est déroulé comme prévu. À 23 heures, alors que la nuit était tombée, j'ai éteint mes phares et me suis dirigé vers le bosquet derrière la maison de Martinez. J'ai sauté par-dessus la haie fragile et me suis arrêté dans les buissons de myrte pour observer les alentours. 5 filles et 2 garçons nageaient dans la piscine couverte. À droite de la route se trouvait une armoire métallique avec le tableau électrique. Exactement ce dont j'avais besoin. La porte s'ouvrit sans un grincement. J'ai tiré sur le fusible dès que j'ai trouvé le fil qui contrôlait l'éclairage de la piscine. Poussant des cris frénétiques, les filles de la piscine se sont précipitées sur l'herbe et ont couru vers la maison. Avant de les suivre à l'intérieur, les garçons échangèrent quelques mots. Je retournai à ma voiture, le jardin étant désormais plongé dans l'obscurité. 2 trajets étaient nécessaires. Mon chariot sur mesure pour les bonbonnes de gaz ne pouvait en transporter que 2 à la fois. J'ai d'abord vérifié que toutes les fenêtres étaient fermées. Principalement à cause de la prolifération de moustiques due à la chaleur et à l'humidité californienne cette année, les habitants de Palta ne laissaient pas souvent leurs fenêtres ouvertes la nuit. Cela m'a grandement facilité la tâche lorsque j'ai sorti une chemise hawaïenne colorée de mon sac à dos et que je l'ai enfilée. J'ai tranquillement ouvert la porte de derrière et suis entré. 2 hommes fumaient dans l'escalier. Mais pas seulement les cigarettes, quoi qu'il en soit, elles dégageaient une légère odeur amère. « Que se passe-t-il » cria l'un d'eux par-dessus la musique un invité aux cheveux longs. Je répondis avec assurance, le fusible a sauté. Pas de rechange. Ça veut dire que la baignade est annulée. On tourne comme des écrous. Direction le salon, les choses sérieuses vont commencer. J'ai discrètement glissé les 4 bonbonnes de gaz sous l'escalier et ouvert les valves tandis qu'ils s'éloignaient tous les 2 vers les bruits de la foule en fête. Puis je suis parti et j'ai bien refermé la porte derrière moi. Il fallait que je vérifie la porte d'entrée. J'ai commencé à me déplacer dans la maison. L'entrée principale était ouverte, fermée seulement par une moustiquaire. Je l'ai bien fermée et me suis dirigé vers l'entrée arrière. C'était tout. Il ne me restait plus qu'à attendre que le traitement préliminaire fasse effet. Une dizaine de minutes plus tard, la musique s'estompa, les musiciens quittèrent la scène un par un, jusqu'à ce que seul le batteur continue, et finalement, lui aussi se tue. J'ai fouillé dans mon sac à dos et en ai sorti un masque de plongée, me l'ai mis sur le visage, puis j'ai jeté un œil à la fête. Tout le monde dormait profondément là où il s'était effondré. Excellent. J'ai dû retirer les bonbonnes de protoxyde d'azote et les remplacer par les bidons de carburant. À la fin,
je transpirais abondamment et j'ai dû déplacer prudemment le chariot et les bidons de l'autre côté de la haie sans endommager la haie. J'y ai ensuite placé 4 grands bidons de carburant. Oh mince! Ce salaud n'aurait pas pu construire un portail convenable. C'est imbécile, je veux dire. Ai-je marmonné, en m'efforçant avec les bidons de 50 kilos tout en vidant les 50 gallons d'essence dans le salon. C'était un sacré boulot. Parmi les corps éparpillés sur le sol humide, je retournai à ma voiture, une dizaine de bougies toutes faites à la main. J'allumai les mèches. Une forte lueur jaillit à l'est tandis que je m'éloignais dans la nuit. Pour aller plus loin, permettez-moi de dire que les pompiers ont réagi rapidement. 2 équipes locales sont arrivées sur les lieux en moins de 10 minutes. Mais à ce moment-là, la maison brûlait des fondations au toit, rien y faisait. Une maison à colombage flambe comme de la poudre à canon. J'ai enfilé mon pyjama et dormi comme un saint pendant tout ce temps. Vers 11 heures, me réveillant tard, j'ai suivi ma routine habituelle, exercices matinaux, petit déjeuner basique, puis j'ai appelé Greg. « Grégory, où es-tu ? Je reviens de Manille. »« Pourquoi si tôt ? C'est encore le week-end. » Do a dit aux infos qu'il y avait un incendie à Paletta. Je suis inquiet. Je ne sais pas exactement ce qui a brûlé, mais depuis ma maison, je suis inquiet. Bon sang. Et quel incendie ? Si seulement j'en savais quelque chose. Do, pourrais-tu jeter un coup d'œil chez moi ? Tu passes en voiture. Comment va ta maison ? Je ne sais rien. Je viens de me réveiller. À ce moment-là. Dans 1 heure, j'arrive. C'était exactement le genre d'interaction dont nous avions besoin si notre ligne était sous surveillance. Parfaitement ordinaire, je me suis rendu chez Johnson. J'ai vérifié. Tout allait bien, puis je suis allé chez Lawson. Je devais rendre les bidons. J'ai prévenu Greg que tout était en ordre en le contactant en chemin. Austin est venu me chercher à 1 kilomètre de la base. Nous avons chargé le chariot et les bidons dans la benne de son pick-up. Nous avons discuté 5 minutes, puis nous sommes séparés. Il a eu la sagesse de ne pas poser de questions inutiles. 2 heures plus tard, j'étais de retour à Paletta. Je suis allé rendre visite à Greg. Il sortit quelques bières du réfrigérateur. La nuit commençait à tomber. Assis sur sa véranda, nous observions silencieusement le crépuscule depuis l'allée tandis qu'une voiture klaxonnait. C'était la police escortant un citoyen, un ouvrier. Greg et moi exprimions une surprise des plus sincères. Le citoyen se présenta comme étant Jude Ross, enquêteur criminel au parquet du comté. Je devrais parler au propriétaire. Greg leva le doigt. C'est moi. Johnson Gregory, serait-il possible d'entrer ? Absolument, bien sûr. Assis l'un en face de l'autre dans le salon, ils s'installèrent. Maintenant, Johnson. De samedi à dimanche, pourriez-vous dire où vous étiez à minuit ? Greg répondit, à Manille. Pouvez-vous le vérifier ? Pourquoi devrais-je le faire ? Jude me regarda, l'épaule appuyée contre l'encadrement de la porte. Vous êtes Dalton Jackson, je suppose. Fis-je d'un geste. Si possible, j'aimerais parler à Monsieur Johnson en privé. Je me suis retourné pour partir, mais Ross m'a crié, Monsieur Jackson, ne vous éloignez pas trop. J'ai aussi besoin de vous parler. J'ai haussé les épaules et je suis sorti, sachant à peu près de quoi il parlait. Les chercheurs ont clairement compris que le désaccord de Greg avec Charles était sincère. Cependant, Greg disposait d'un alibi en béton, il avait été arrêté ce soir-là dans la banlieue de Manille pour un excès de vitesse mineur. Ross a dû examiner cela rapidement et mettre fin à l'interrogatoire. En quittant la maison, Greg a dit, Dalt, il veut te parler. Je suis allé au salon sans un mot. Ross murmura, asseyez-vous, comme s'il était maître de la place, et nous restâmes un moment silencieux. Monsieur Jackson, savez-vous où se trouve votre femme en ce moment ? Demanda-t-il. Et pourquoi êtes-vous curieux ? Répondis-je. Je trouve ce sujet particulièrement intéressant. Veuillez répondre à la question. D'accord. Ma femme et mon fils sont à Arcadia pour rendre visite à Emma Stanbury, ma belle-mère. Vous pourriez la contacter. Bien sûr. Veuillez l'appeler. D'accord. J'ai composé le numéro de ma femme et mis l'appel sur haut-parleur. Pas de réponse. Oh zut. J'ai alors appelé ma belle-mère. Bonjour, Do, a-t-elle répondu. Emma, peux-tu passer le téléphone à Sophia ? Son portable semble éteint. Do,
Elle vient de partir à la pharmacie, je ne sais pas ce qui lui arrive avec son téléphone. À son retour, elle devrait t'appeler. D'accord, maman. Merci quand même. J'ai regardé l'enquêteur et haussé les épaules. C'est étrange, a remarqué Ross. En fait, avant l'incendie, la maison de M. Martinez accueillait une fête. La liste des invités est encore en cours de confirmation, 28 corps ont déjà été retrouvés. Les ruines sont tellement calcinées que seuls les dossiers dentaires permettent de les identifier. Votre femme a une de ses dents compatibles. C'est une coïncidence, dis-je, même si l'allégation de Ross me choqua, et il persista. De telles coïncidences sont plutôt rares, monsieur Jackson. Je n'en ai jamais vu de toute ma carrière. Il m'observait attentivement, attendant une réponse. J'ai repris mon téléphone et rappelé Emma. Vraiment, Dalton? Emma, demandai-je, quand Sophie est-elle partie à la pharmacie exactement? Il y a environ 1 heure. Pourquoi? Que se passe-t-il? La résidence de Charles Martinez a brûlé la nuit dernière. Assis ici avec un inspecteur du comté, il prétend que Sophie était à l'intérieur à ce moment-là. Ils l'ont identifiée grâce à ses dents. Le téléphone sonna avec un grand fracas. Emma? Bonjour. Emma. Tu vas bien? Que se passe-t-il là-bas? Répondit enfin ma belle-mère au bout d'1 minute. Sa voix était rauque, comme si elle avait été étranglée. Elle parlait d'une voix confuse et saccadée. Dalton, je suis en route. Je serai avec Thomas. Oui, mon Dieu. Maman. Que se passe-t-il? Maman, où est Sophie? Oh mon Dieu. Elle est partie hier. Elle m'a interrogé. Elle me demande. Emma. Ma femme est où? Oh, zut. Je comprenais maintenant ce que son discours décousu et frénétique impliquait, mais au fond, une lueur d'espoir persistait dans l'idée d'un miracle. Elle grinça des dents, expliquant que sa belle-mère était à la fête avec Walter Sutton. Ils étaient là. Walter Sutton était un ami proche de Charles Martinez. J'ai eu du mal à garder mon calme face à ces noms, Charles, Walter, Laurent-sur-Nash. Emma, reste à la maison. Évite de conduire. Prends soin de Thomas. Je viens te chercher. Puis tout s'est brouillé devant mes yeux et je me suis senti m'endormir sur le canapé. Ils ont utilisé de l'ammoniac pour me faire reprendre mes esprits. Sous mon nez, Greg tenait un coton imbibé de cette substance puissante. Je m'efforçais de me redresser, les policiers et l'enquêteur étaient rassemblés dans le salon. Ma voix était aussi sèche que celle de ma belle-mère. Désolé, la police. Je dois y aller. Dans ce cas, où pensez-vous aller? S'exclama Greg. Mon fils, Gregory, est à Arcadia avec sa belle-mère, elle est complètement sous le choc. Je dois aller chercher mon fils. Il est probablement terrifié à en perdre connaissance. Enfin, Sophia. Sophia a brûlé dans la maison de Martinez. Incroyable. Greg me fixa, stupéfait, en silence. Vraiment génial. Quelques secondes plus tard, il commença à bouger. Monte, Dalt. Je conduis. Tu dois aller voir Thomas. Johnson me porta alors comme un blessé.